Bonjour à toutes, bonjour à tous. Midi 15, midi 16, on essaie d'être précis. Bienvenue, merci beaucoup de me rejoindre ici dans votre lunch pour ce webinaire sur ce fameux logo BA1110D, BA111OD. On va voir tout ça. Il y a 106 personnes enregistrées, comme d'habitude. On attend un tout petit peu les gens qui se connectent pendant 1-2 minutes. Ça monte gentiment. Déjà 35 personnes connectées. On n'aura évidemment pas 106 personnes, comme d'habitude. Des gens le voient plus tard, ils s'inscrivent pour leur replay. L'important, justement, c'est de pouvoir de partager l'information. Dans ce système Webinar Jam, vous avez une fonction chat qui est honnêtement très, très sympa, qui vous permet d'échanger. Alors, je ne peux pas vous faire venir en ligne, c'est pas un Zoom. Par contre, on peut discuter ici et vous pouvez partager, envoyer des messages. Et je vous propose d'ailleurs, en attendant le reste des participants et participantes, de me mettre dans le chat, ce qui fait un bon entraînement, d'où est-ce que vous nous regardez, quelle est la ville, le pays, peut-être même qu'on a des gens à l'étranger qui suivent ce webinaire. Mettez ça dans le chat, qu'on voit un tout petit peu qui nous suit et qui est là. Je vous lis. Beaucoup de bonjours, beaucoup de gens qui saluent. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. On est déjà à 40 personnes. Alors, de Lausanne, Osman, qui d'autre? Qui nous suit de où? Écrivez dans le chat, il faut cliquer sur la fonction sur la droite, vous avez un petit chat et là vous pouvez normalement mettre un petit symbole. On attend encore 1 minute et ensuite on commence. « 47 personnes, ça monte, ça monte. » Parfait. On attend 50 personnes et on démarre. Encore quelques secondes et c'est parti. Puis je vous ai dit 30 minutes, donc je suis obligé de tenir mon timing. Et 18, allons-y. BA1110D est un concept horloger que j'ai lancé le 11 octobre 2019 à 11h10. Comme vous voyez, le 11 du 10 à 11h10, j'y tiens, j'insiste. Il y a une symbolique qui est forte et que je voulais justement maintenir dans ce logo puisque, à mon sens, il représente beaucoup, beaucoup de choses. Quand j'ai lancé cette marque, quelques temps après, j'ai été sur les réseaux sociaux voir un petit peu ce qui se disait et j'ai vu un commentaire, alors il y a beaucoup de commentaires, c'est normal, un commentaire à côté d'un signe, d'un emoji de vomissement, quelqu'un qui disait « c'est un suicide, marketing suicide ». Et ça tombait bien, c'était parfait, puisque à la base, mon concept de distribution, mon concept commercial était déjà un suicide commercial, puisque j'ai fermé mon site internet et j'ai pas permis aux gens librement, de manière avec un accès rapide, de pouvoir acheter. Ce qui a été qualifié de suicide commercial, doublé d'un suicide marketing avec un nom de marque imprononçable, et vous allez voir justement, c'était un tout petit peu le but. Je vais vous expliquer en 1 demi-heure 3 clés, 3 symboliques qui sont dans ce logo BA1110D, BA111OD, qui vous permettront de mieux comprendre, de mieux cerner pourquoi j'ai utilisé ce logo et surtout, quelles sont les différentes choses que l'on peut comprendre à travers ce logo et qu'est-ce qu'on peut expliquer de l'horlogerie, du modèle d'affaires, etc. Alors, je me suis lancé le modèle suivant de vous expliquer ces 3 choses. La première est, 1, expliquer la décomposition des marges à travers ce logo BA1110D. En quoi BA111OD, justement, dans cette décomposition des marges, est en train d'innover et de disrupter le système. 2, comment BA1110D s'inspire des 2 modèles de distribution actuellement en concurrence et comment on peut dépasser leurs limites, comment on peut rejoindre ces 2 modèles, les fusionner et offrir quelque chose de nouveau. Et finalement, en quoi BA1110D permet de disrupter les 3 coûts fondamentaux de la distribution, qu'est-ce que ça permet et surtout, et c'est ça qui est important, comment en fait le fait de s'affranchir de la distribution devient le vaccin qui va lui-même permettre de résoudre les problèmes actuels de la distribution dans le modèle horloger, mais pas que.
Parfait. Commençons avec le premier point, si vous voulez bien. Le fait de comprendre la décomposition des marges à travers le logo. Je vais partager mon écran avec une petite présentation. Vous me verrez dans la petite vignette en bas à droite, si c'est le cas. J'utilise une jolie montre dessinée, comme ça on ne fait pas de jaloux, pour expliquer un phénomène extrêmement courant que vous avez certainement toutes et tous déjà observé, qui est le fait que toutes les montres, quand elles se présentent à l'heure des horlogers, c'est-à-dire à 10h10. C'est évidemment pour des raisons esthétiques. Les aiguilles sont balancées d'un côté et de l'autre et soulignent en son centre, en général, le logo de la marque qui est arboré sur le cadran. Mais une autre symbolique qui est très forte et largement méconnue, en fait, j'ai même jamais entendu personne qui en parlait, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie en termes de distribution et en termes de répartition des marges. Vous avez observé évidemment qu'il y a 12 heures sur un cadran, et que en dessous des 10h10, il y a justement 8 heures. Ces 8 heures correspondent à la part dans une montre, à la partie destinée à la distribution, c'est-à-dire environ 2/3. L'heure en dessus correspond à la montre. Il faut savoir que quand vous allez acheter une montre dans un magasin, vous allez payer les 2/3 du prix de la montre, une montre à 1000 francs, vous allez payer 650 francs pour la commodité de pouvoir vous rendre dans ce magasin, d'avoir des gens qui vous y attendent depuis des années parfois, et de pouvoir toucher, voir, sous-peser les objets et avoir évidemment toute la cérémonie de vente qui se déroule autour. Vous payez ça 2/3 du prix de l'objet que vous achetez et 1/3 correspond à la montre en elle-même ou plutôt au bénéfice qu'en fait la marque. Est-ce que c'est beaucoup? Effectivement, c'est beaucoup. Est-ce qu'il faut pour autant blâmer les intermédiaires? Non. Dans ces 2/3, dans ces 8 heures destinées à la distribution, il y a 2 heures qui vont au distributeur et 6 heures, la moitié, 50% du prix de l'objet qui va au détaillant. Vous voyez, la distribution est conçue en fait comme un corps, comme l'entreprise est construite comme un corps. Le tronc, c'est évidemment l'entreprise et la distribution serait le bras, c'est-à-dire cet organe qui vous permet d'atteindre des zones éloignées et d'aller saisir et de ramener à soi. C'est finalement le but de la distribution. On a tissé dans le monde entier des réseaux de distribution qui permettent de rapprocher la montre de vous et moi, du consommateur, pour qu'à quelques kilomètres de chez soi, on ait la possibilité d'aller acheter une montre. Ce réseau, fait de silos, de segments, est décomposé entre un réseau long, le bras, qui permet de vendre des montres à Johannesburg, à Moscou ou au Chili, et finalement, les doigts qui sont les ramifications, comme sur notre main, qui sont les détaillants qui permettent de saisir le point de contact avec le marché. Les détaillants représentent 50% du prix d'une montre. Pourquoi? Parce qu'ils assument les coûts fondamentaux de la distribution, c'est-à-dire le lieu, le service et le stock. Le magasin, les gens qui vous y attendent, et le stock, les montres qui vous y attendent également. Tout ça a un coût extrêmement élevé, et c'est vous et moi qui le finançons en achetant la pièce. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement avant? Non. C'est comme ça que ça se construit. On ne va pas ici épiloguer, mais les choses ne se construisent jamais par hasard. Concentrons-nous sur les 4 heures de la marque. Évidemment, la marque vend des montres, c'est le modèle qu'on étudie aujourd'hui, donc il faut bien les produire. Et là, en général, la moitié des 4 heures, 2 heures, vont au coût de production. Ça correspond à une marge d'environ 50% sur 4 heures, donc 2 heures, que ferait la marque quand elle vend la montre. C'est-à-dire 1/6 du prix, puisque 2 heures sur 12 représentent 1/6. Au passage, je salue et félicite mes collègues horlogers qui, au lieu de faire un x6 ou x7, comme c'est d'usage dans la profession, font parfois des x10, très courant, des x20, des x30, j'ai même entendu des x50, x80. Entre vous et moi, si les clients sont d'accord de payer, tant mieux pour eux, au moins, tout le monde est content et les marques certainement. Est-ce que ça suffit de produire des belles montres et simplement de les distribuer? Non, il faut faire du marketing. Donc vous avez 1 heure en général qui est consacrée dans tout ce budget-là au marketing. Pour dire vrai, en général, c'est entre 10 et 15% de l'ex-factory des marques. Qu'est-ce qu'est l'ex-factory? C'est ex, on l'a tous vu une fois dans sa vie, c'est ce qui nous quitte. Dans ce cas-là, c'est bien, c'est le stock qui quitte l'entreprise et ça correspond aux 4 heures, l'ex-factory, qui est en fait le chiffre d'affaires des marques, puisque, petite parenthèse,
Les clients des marques, les vrais clients des marques sont les intermédiaires et les clients finaux sont les consommateurs, mais c'est les clients des intermédiaires. L'heure du marketing, 12,5%, est répliquée par le distributeur. C'est un peu technique, mais ça vous permet de comprendre que 12,5 fois 2, 25, égale un quart, égale 1 heure sur 4, qui est normalement consacrée au marketing. Parfait. Qu'est-ce qui reste finalement pour la marque comme bénéfice? C'est la partie en rose que vous voyez apparaître ici. Et là, j'introduis mon concept justement d'affluent door. Affluent door, c'est un mot valise que j'ai créé qui veut dire ambassadeur, influenceur, vendeur, vendor en anglais. Et ce terme, finalement, venait challenger pour moi ou venait faire écho au marketing qui a bien compris depuis pas mal de temps que le client est central et que, justement, on parle de customer centric, on parle des 360 degrés, on est dans un système circulaire du marketing autour du client, alors que dans la distribution, on est encore dans un système linéaire. D'un côté, il y a la marque, ensuite, il y a le tube qui permet de rapprocher le produit du consommateur, qui est final. Et là, on voit bien que end consumer, c'est encore plus vrai en anglais, c'est la station finale, end station, ça s'arrête. Donc, c'est une vision totalement linéaire de la distribution. Pourquoi pas remettre le client au centre dans la distribution également? C'est le défi que je me suis lancé en imaginant justement un concept qui allait redistribuer au client le fruit de ce qu'il va faire pour m'aider à vendre mes montres, puisque mon client devient justement mon vendeur et mon influenceur. En bleu, vous avez la distribution. Je le redonne au client sous la forme d'un produit moins cher, puisque la montre que j'ai créée, si je devais la vendre normalement, coûterait environ 900 francs, 1000 francs, au lieu des 360 qu'elle vaut actuellement. Donc, je redonne cette partie, ces 8 heures, à mon client final. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On peut encore améliorer le modèle en lui redonnant le marketing. C'est pour ça que dans Affluent Door, il y a Affluent de influenceur. Les clients deviennent des prescripteurs et eux-mêmes vont faire parler de la marque. Est-ce que c'est bien? Personnellement, je pense que oui. On est habitué à un modèle où finalement les marques vont payer des ambassadeurs et des influenceurs grassement, des gens qui vont s'afficher avec le produit, vous dire qu'ils l'adorent, que c'est génial, que vous devriez l'acheter, mais ils ont été payés pour faire ça. Entre vous et moi, je trouve ça moyennement crédible. Dans mon modèle, c'est l'inverse. C'est mes clients qui me payent pour pouvoir parler de la montre. Comment? En achetant ma montre. Et c'est eux, en fait, qui vont pouvoir diffuser, et je leur redonne le fruit de cette heure lorsqu'ils diffusent, lorsqu'ils parlent de ma montre. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? Ça signifie que quand vous achetez ma montre, vous avez des 4 droits de revente, et quand vous exercez vos 4 droits, vous avez une montre gratuite. Divisé par 4, 1 sur quart, on retrouve ici l'heure qui correspond aux 4 heures qui sont à disposition de la marque. Et là, vous avez compris, on passe à 11h10, puisque tout le reste, je le redonne au client, et finalement, ça fait partie des BA1110D de ma marque. Vous avez ici, pour un petit récap, ceux qui sont arrivés en retard, en gros, qu'est-ce qui correspond à quoi dans une montre sous un schéma de 12 heures? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut encore faire mieux que mon modèle? On pourrait. Dans ce cas-là, il faudrait redonner le bénéfice complet au client. Eh bien, sachez qu'il y a une personne qui l'a fait, et d'ailleurs, il est dans les livres d'histoire. Et si je voulais adopter son modèle, il faudrait que je modifie un tout petit peu mon logo pour faire BA1100D. Et là, vous allez tout de suite comprendre. La personne qui l'a fait, c'est Hood, Robin Hood. Il a redonné l'ensemble du bénéfice aux pauvres. Mais effectivement, vous conviendrez que ce n'est pas tellement un modèle d'affaires. Donc, on peut le faire, mais bon, c'est un petit peu compliqué. Petit détail aussi, si on revient sur mon logo, vous aurez vu que la tranche, finalement, cette heure est dédiée à l'unique profit que moi, je vais réaliser. Et vous retrouvez dans le A, où j'ai enlevé la barre, exactement le même petit gâteau, ce quart, qui est dans le A, cette fois, à l'inverse. Alors, qu'est-ce que ça donne si on reprend ce quart en bas et qu'on le met sur le quart en haut? On va retomber sur le logo, l'emblème de ma montre qui est arboré sur la couronne, qui en fait n'est pas un emblème, c'est les armoiries de ma famille Bayot depuis le XIVe siècle. Et d'ailleurs, je vous ai mis un petit clin d'œil, c'est le fameux bouclier que j'utilisais quand j'étais petit pour me battre contre mes frères, et qu'est-ce que j'ai bataillé. Et vous voyez, il repose d'ailleurs sur mon galion pirate avec lequel j'ai beaucoup joué, comme quoi, finalement, en grandissant, je n'ai pas forcément changé. Bref,
Reparlons du logo BA1110D. On a vu un petit peu la décomposition des marges et en quoi, justement, mon logo permettait de comprendre comment j'ai redonné le fruit de la distribution et du marketing au client final. Passons à la deuxième étape qui est les deux modèles de distribution. Vous aurez remarqué que mon logo est fait de modèles avec une typographie, est fait d'une typographie plutôt classique, plutôt traditionnelle. En cela, je voulais symboliser justement la distribution traditionnelle, qui est la distribution que je vous ai commentée tout à l'heure. Mais il y a aussi dans mon logo des 0 et des 1. Les 0 et les 1, en fait, sont la représentation du binaire qui sont à l'origine, justement, de l'informatique et de la révolution digitale. Et c'est en cela que je voulais justement souligner dans mon logo la réconciliation de deux modèles. Le modèle traditionnel éprouvé séculaire, que les marques ont utilisé et continuent d'utiliser jusqu'à maintenant, mais qui est en train de se gripper pour beaucoup de raisons. Et évidemment, le Covid, là, agit comme un accélérateur de tendance. Mais évidemment, les marques ont compris, et vous l'avez vu sur mon schéma, qu'il y a une grande partie du gâteau en bleu qu'elles pourraient se faire, alors qu'elles n'ont qu'une heure en rose. Il y a 8 heures à récupérer si elles arrivent à vendre des montres en direct. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on entend beaucoup parler ces temps de direct to consumer, etc., etc. C'est parce que, bien sûr, beaucoup de gens sont très intéressés, beaucoup d'entreprises sont très intéressées de multiplier jusqu'à 400%. Je ne vais pas développer ici, je le fais dans mes cours, dans mon académie. Mais de manière très claire, une marque peut récupérer 400% de profit si elle vend les montres en direct. On ne parle pas de 10%, de 20%, on parle de 400% potentiellement. Vous comprendrez qu'à l'heure où les quantités diminuent, les quantités étant l'autre paramètre de l'équation du profit, le deuxième étant la marge, si un des paramètres diminue, les quantités, il faut compenser par la marge. Donc, beaucoup de marques aujourd'hui, c'est plus un nice to have, c'est un must have. Il faut récupérer les marges de la distribution. Et c'est comme ça que ça se passe. Seulement, on se retrouve dans un modèle de distribution digitale qui est totalement imparfait. En quoi ? Le modèle traditionnel, comme on l'a vu, est très intéressant en termes d'expérience client. Vous allez dans un magasin, vous êtes reçu, on vous sert un café, vous touchez les montres, mais c'est extrêmement coûteux. Le modèle digital, c'est l'inverse. C'est extrêmement intéressant en termes de marge, mais très pauvre en expérience client, puisqu'il faut aller dans un magasin, il faut voir la montre sur un écran, son téléphone portable ou son desktop, et finalement, vous ne la sous-pesez pas. Vous n'avez pas ce moment émotionnel, vous n'avez pas cette connexion, vous n'avez pas cette petite parenthèse qui va définir finalement la relation que vous avez avec l'objet. Ces deux modèles sont incomplets et mon idée était de les dépasser et de réconcilier le modèle physique et digital dans un modèle figital. Alors, ça fait 3 ans que j'utilise ce terme, je me sens un petit peu moins seul dernièrement, ça fait plaisir que ce terme commence de se populariser, sauf que la plupart du temps, quand j'entends parler de figital actuellement, c'est la même chose, finalement le même réflexe que quand le digital a impacté le marketing. Moi, je travaillais dans la presse à l'époque et je m'en souviens, quand le digital est arrivé, on a pris les banners de bas de page, les bandeaux de bas de page dans le journal que je représentais et on l'a mis dans les écrans, ce qui signifiait un banner. Or, on sait, vous et moi, aujourd'hui, que le marketing va beaucoup plus loin que de simplement mettre un banner sur un écran, le marketing digital. Et c'est exactement la même chose qui se passe maintenant dans la distribution digitale. Les marques prennent leurs magasins, brick and mortar, et elles les mettent en ligne. Or, on sait très bien que ça va beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, la définition du digital que j'entends, c'est une crème digitale qu'on applique sur le corps physique, c'est-à-dire on essaie d'augmenter le modèle physique en y amenant des gimmicks digitaux. Non, je ne pense pas que ce soit ça la réponse. Je pense qu'à l'inverse, il faut faire du digital qui deviendra la nouvelle base et il faut ramener de l'émotion et du contact physique dans le digital et c'est le but justement de mon modèle. C'est le dépassement que je propose à travers ma technique de vente chez BA1110D. Troisième point et dernier point, en quoi BA1110D permet de disrupter finalement les 3 coûts fondamentaux de la distribution. Et là, je reviens sur l'origine du mot. Pourquoi j'ai choisi ce terme? Le but premier était de rendre imprononçable ce mot. Et je dois vous dire, pendant les premiers mois, je ne savais pas moi-même s'il y avait un O, s'il y avait un 0, comment ça se prononçait, ce n'était pas important. Puisque le but était justement de le rendre imprononçable. J'ai dû me décider, pour le registre du commerce, quand j'ai créé ma société, finalement c'est un O officiellement, mais le 0 marche aussi. Pourquoi j'ai fait ça?
Parce que je me suis rendu compte en portant ma montre que la première question que les gens me posaient, c'était « c'est quoi la marque ?» Et donc, je me suis dit, si je trouve un moyen de faire en sorte que les clients ne sachent pas répondre à cette question, ça va forcément susciter la curiosité. Comment tu ne peux pas connaître le nom du modèle que tu portes au poignet? Comment ça se fait que tu ne puisses pas le prononcer? Et donc, en faisant ça, je force quelque part mon client à engager la conversation, à devoir expliquer pourquoi il ne sait pas comment ça se prononce. Et ce faisant, il fait le service, c'est-à-dire il fait le storytelling. C'est un des 3 coûts fondamentaux de la distribution, qui est le service, ce qui se passe quand vous allez dans un magasin et qu'une personne va vous donner l'âme de la marque. Puisque savoir qu'elle fait 43 mm, qu'elle pèse 32 grammes et qu'elle a 42 heures de réserve de marche, c'est bien, sauf que ça, un site internet, honnêtement, ça le fait très bien. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous l'explique. Par contre, de vous expliquer pourquoi cette marque est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est passé par la tête de ce gars à Neuchâtel qui un jour voulait disrupter la distribution ou pensait que la distribution devrait être remise au centre du débat et non plus l'hégémonie du marketing digital uniquement. Et en faisant ça, vous allez justement faire disrupter un des 3 coûts de la distribution, qui est le service. Quels sont les 2 autres? Le premier est le lieu, on l'a vu, le magasin. Le point de vente, puisque ça correspond au modèle d'affaires des détaillants, c'est un point où ils vendent. J'ai choisi que ça serait pour l'instant, pas un point de vente, mais un poignet de vente. C'est-à-dire que les gens vont porter la montre et que ma montre va se déplacer. Et en ça, je renverse la logique marketing qui veut qu'on investisse beaucoup d'argent pour aller chercher l'attention du consommateur, l'amener en magasin, le fameux drive to store, et finalement essayer de conclure la vente dans ce local ou bocal dans lequel le poisson rouge tourne toute la journée à attendre que le client franchisse le pas. Et il faut surtout pas qu'il ressorte sans avoir acheté. L'idée, c'était justement de ne pas investir tout mon marketing là-dedans, mais de manière aléatoire, de susciter l'intérêt là où le poignet est et de permettre à la personne de montrer la montre, de partager ses idées et aussi de la vendre. Et là, on arrive au 3e coût de la distribution, qui est le stock, et de loin le coût le plus encombrant, le plus compliqué pour les détaillants et les distributeurs aujourd'hui. Cette immobilisation de millions dans une marchandise. Le stock, j'ai décidé de le disrupter par les lois du trading. Quand un trader achète 500 tonnes de blé, on ne va pas lui livrer 500 tonnes de blé devant son palier. Il va acquérir le droit sur 500 tonnes de blé. Ce qui signifie que vous avez le droit sur quelque chose, même si vous ne le possédez pas physiquement. Et en achetant ma montre, vous allez avoir la montre, bien sûr, mais vous allez recevoir 4 droits de revente. Et en cela, les clients peuvent permettre de vendre la montre. En fait, ils ne la vendent pas, ils donnent le droit de l'acheter et c'est moi qui vends. Pourquoi j'ai choisi de faire ça et en quoi c'est un vaccin qui permet justement d'aider le retail? La raison est très très simple. En faisant ça, je décorrèle la vente de l'expérience. C'est-à-dire, je vais moi-même m'occuper de la vente et rétribuer les intermédiaires, mes affluendors, en leur redonnant le fruit de l'aide qu'ils ont fait sous forme d'expérience. Mais ça permet une chose qui est fondamentale, c'est de remettre en cause et en question qu'est-ce qui est la réelle valeur ajoutée des intermédiaires aujourd'hui et des détaillants. Est-ce que les 3 mètres qui séparent un détaillant est-ce qui sépare la vitrine de la caisse enregistreuse sont réellement la valeur ajoutée? Personnellement, je ne crois pas. Je crois que ça, aujourd'hui, c'est un terminal de paiement en puissance et honnêtement, je pense qu'on l'a tous expérimenté depuis une année. Donc, la vraie valeur ajoutée d'un point de vente n'est pas la vente, mais l'expérience. C'est ce qui va se passer là-bas, c'est ce qui va donner de l'âme finalement au point de vente. Et je pense que c'est ça qui est fondamental aujourd'hui. Et mon système permet justement de résoudre les 3 problèmes des points de vente qui sont 1, le pricing. Si vous me permettez de parler correctement, c'est le bordel planétaire. Le prix n'est plus vraiment, en tant que consommateur, on ne sait plus vraiment quel prix on doit payer, spécialement si on a le malchance d'acheter une montre avant le Black Friday. Et il y a même des montres qui se vendent plus cher, des qui se vendent moins cher, etc., etc. En tant que consommateur, on est un peu perdu et ça montre bien justement qu'il y a énormément de variables qui font qu'une montre puisse se retrouver à moins 50%. Il n'y a que moi qui vends dans mon modèle, c'est-à-dire que je contrôle le prix. Les autres ne sont que des personnes qui permettent l'achat. Ils ne contrôlent pas le prix. Donc, contrôle du prix est une des vertus de mon modèle. Le 2, c'est la distribution sélective.
Je choisis à qui je donne un droit, c'est-à-dire je permets à la personne de vendre, mais ce n'est pas la personne qui va décider, c'est-à-dire il ne possède pas mon stock, il n'en a pas la propriété, donc il n'a aucun droit sur le stock, donc je peux moi-même décider à qui je donne un droit ou pas. Et finalement, le problème le plus important aujourd'hui détaillant, c'est que ça vient des points d'expérience. Les gens vont dans les magasins essayer et finalement ils se retournent en ligne pour acheter, et souvent pour une raison très simple, c'est parce que les produits sont moins chers en ligne. Vous savez, on parle beaucoup d'omnichannel. C'est le mot à la mode depuis quelques années. C'est un mot qui nous vient du marketing, qui est merveilleux, qui veut dire que quand on entend en stéréo, on entend mieux qu'en mono. Quand on multiplie les canaux, quand il s'agit d'information, la division permet la multiplication. Plus vous avez de canaux, mieux vous entendez, mieux le consommateur est atteint. Et ces temps, j'entends beaucoup qu'on parle de multichannel pour la distribution. C'est l'inverse dans la distribution. Le multichannel signifie la compétition des canaux. On est tous passés par là en tant que spermatozoïdes, heureusement c'est nous qui avons gagné, mais on était en compétition avec tous les autres puisqu'il n'y en a qu'un qui allait arriver à l'ovule. Et il n'y en a qu'un qui arrive au poignet du consommateur. Donc quand on parle d'omnichannel pour la distribution, on parle de concurrence entre les canaux, de guerre des canaux qui souvent se traduisent dans une guerre des prix qui est absolument néfaste pour le business et évidemment pour l'image de marque. Dans mon modèle, je referme la parenthèse, étant donné que c'est moi qui permet l'expérience et qui permet la vente et qu'on ne peut vendre qu'à travers mon modèle, je vais permettre à ce détaillant de donner son expérience, mais quand vous voulez l'acheter, vous êtes obligé de passer par lui. Si vous ressortez du magasin après avoir essayé la montre et vous dites c'est super, mais finalement je vais aller l'acheter en ligne, vous arrivez en ligne, on va vous demander est-ce que vous avez le code? Non. Eh bien, retournez au magasin. Et donc ça permet finalement ce système que j'ai créé de retourner dans le magasin et de redonner du crédit, de redonner justement la place centrale au détaillant, au point d'expérience. Et donc, je suis maintenant aussi en train de discuter, de négocier avec des détaillants et des distributeurs pour retourner dans le retail et permettre à un point de vente de devenir un point d'expérience. Indistinctement, cela peut se faire. On peut même aller plus loin quand on décorrèle la vente de l'expérience. Je vous donne, j'ai pas réussi à le faire, les restaurants étaient fermés, pour le lancement d'une édition limitée. Mon point de vente allait être un steak tartare. J'ai fait imprimer un QR code en 3 dimensions, 7 mm d'épaisseur. À l'intérieur, le vide du QR code, on mettait un steak tartare et on vous livrait une assiette avec un steak tartare. Et pour acheter, l'unique moyen d'acheter était de scanner un steak tartare qui était l'unique porte vous permettant d'acquérir cette édition limitée. Ça peut se faire avec un steak tartare, ça peut se faire en gravant un QR code dans l'écorce d'un arbre et d'allouer 10 droits de vente à cet arbre-là. Et 20% de la vente de cet arbre va être versé sous forme de protection de montant pour protéger la forêt dans laquelle est cet arbre. C'est justement ce que permet ce modèle, c'est la magie du modèle créé par BA1110D. Voilà, j'ai même été plus court que prévu, 28 minutes, je vous ai livré les 3 clés. Pour vous dire aussi que tous ces modèles et tous ces concepts sont approfondis dans l'académie, la Watchwell Academy que je vais relancer bientôt. Le prochain cours, je crois, est le 8 janvier. Et j'aurai grand plaisir, puisque vous l'avez compris, le but pour moi, c'est d'abord de donner. J'aurai grand plaisir à offrir 2 places à des gens. Vous pouvez me contacter. Envoyez-moi un email, thomas@ba111od.com, et je vais choisir 2 personnes qui viendront gratuitement dans le cours. Pour les autres, vous êtes évidemment bienvenus aussi de consulter la page et de regarder. Parfaitement, je tiens mon timing. Je vous remercie et à partir de maintenant, j'ouvre les questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Pas tous en même temps, je vais essayer de faire le possible pour pouvoir y répondre. Et pour celles et ceux qui auraient reçu, en fait, compris l'ensemble du logo et qui nous quittent maintenant, merci beaucoup. Vraiment un plaisir de pouvoir partager et j'espère que à travers ce logo, on a pu expliquer justement quelques mystères de la distribution et du modèle horloger, du modèle de l'horlogerie. Voilà, dirigez-vous dans le chat si jamais des questions. Je suis à votre disposition. À moins que tout soit clair. Et là, dans ce cas-là, j'en serais effectivement très flatté. À noter effectivement qu'il y a aussi entre 10 et 20 secondes de décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous m'écoutez et que le chat est direct. Donc, peut-être qu'il y a un petit décalage. Pour le chat, ok, pour l'instant, c'est bien. Tout est clair. Merci Christian. Merci Alain.
Stéphane, grand plaisir. Alexandre, un plaisir. Valentin me pose une question. Comment gérez-vous l'unification de la communication envers vos affluents? Excellente question. On l'a vu quand on a posé finalement un défi à nos affluents dans l'app de poster des photos de Noël. On s'est retrouvé avec des lutins et la montre à côté, etc., ce qui peut être quelque chose d'extrêmement paniquant pour beaucoup de marques. Moi, finalement, je pense que la marque est au client. Finalement, c'est le client final qui décide et c'est lui qui va exprimer les choses. Mais il y a une autre chose derrière qui est très importante, c'est que qui se ressemble s'assemble. Et finalement, le client de ma marque qui aura vu la magie du temps et qui est un éternel romantique qui est un romantique devant l'éternel, son cercle d'amis, les gens en général avec qui il va interagir, sont des gens qui partagent sa vision. Donc finalement, c'est très bien pour moi qu'il s'exprime et qu'il utilise les mots qu'il ou elle partage, puisqu'il va en parler dans ça. Il s'est approprié la marque et finalement, c'est très bien pour moi s'il va communiquer d'une certaine manière. Donc la marque ne m'appartient pas réellement, ça appartient à mes 1500 clients avec qui je parle. On a créé une app, Affluendor ba111od.community si jamais. Et là, vous pouvez voir tous mes clients interagir, chatter, et eux-mêmes chattent entre eux, se retrouvent, évidemment, se voient entre eux, boivent des cafés, un petit peu moins certains, mais bon. Roland nous demande comment gérer le SAV, comme toutes les marques, sauf qu'on est un petit peu meilleur. En général, on a une semaine, environ entre une semaine et 10 jours, on fait ça en Suisse, ici à Colombier, avec un horloger spécialisé. Et vu qu'on chatte et qu'on est en contact avec nos affluents, ils sont tout le temps en train de nous appeler, nous écrire où est-ce qu'on en est, et on leur envoie des photos dans l'app en disant voilà votre montre est repartie, etc., etc. Tout se passe très très bien. Comment gérer la communication, la qualité de communication des affluents? Dans mon Alexandre, j'ai déjà un tout petit peu répondu. Comment est-ce que je suis vu par les autres marques? Écoutez, je sais pas, poser la question aux autres marques. Je crus comprendre que beaucoup de gens observaient. J'ai même clairement entendu. Tant mieux, c'est bien, c'était vraiment le but. Et je dois vous dire que d'ailleurs, j'avais aucune intention de lancer une marque de montre, c'était pas le but. À la base, je voulais tester un modèle économique. Je l'ai proposé aux marques qui n'ont pas compris ou ne trouvaient pas ça très intéressant. C'est un peu pour ça que je me suis entêté en me disant qu'il fallait que je lance ma marque. À la base, c'était pas le but, mais bon, maintenant que je l'ai fait, je l'assume. Et en fait, je pense que les gens comprennent que quand on pointe les étoiles, il faut pas regarder le doigt. Donc, beaucoup de gens ne s'attardent pas forcément que sur l'objet en lui-même, la montre, mais sur le modèle. Et j'ai pas mal de marques d'ailleurs qui m'ont contacté pour adopter mon modèle, mon application, qui est une application en blanc. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir la proposer à d'autres marques. Contactez-moi si vous êtes intéressé. Plusieurs grandes marques et groupes l'ont déjà fait. Pour pouvoir proposer ça et potentialiser son réseau de clients comme des affluendors. Parfait. Pourquoi un concept, nous demande Francesco, comme le tien, a du mal à être implémenté par une marque renommée? On est un petit peu lent en Suisse. Et puis, je pense qu'il y a une explication claire, c'est que, bon voilà, ça fait des années qu'on fait la même chose, etc., etc. Mais il y a surtout que quand on est très engagé dans un modèle, c'est difficile d'adopter le suivant. En général, un surfeur va surfer la vague et va rater la suivante. Les marques qui sont engagées fortement dans le système de distribution de retail auront beaucoup de peine finalement à revenir en arrière. Et vous avez bien compris, quand une marque vend en direct sur Internet au client final, elle vend aux clients de ses clients. Elle vole quelque part les clients de ses clients. C'est extrêmement périlleux, ce qui explique pourquoi ça s'est fait par petits pas. Le Covid, là, a donné une excuse à beaucoup de gens d'aller en direct. Mais finalement, je pense que les choses vont évoluer et les marques vont chercher des solutions. Maintenant, ce qui manque à la profession, c'est un modèle entre deux. Et en cela, mon modèle, évidemment, je ne vais pas le décrire parce que je pense qu'il est réussi. Et il est assez blindé. Il permet justement de réconcilier les deux modèles dans une formule qui respecte tout le monde et qui finalement ne met pas sur le côté, sur la touche, les détaillants et au contraire le permet, leur redonne l'importance qu'ils ont au jour d'aujourd'hui. Donc, je pense que, comme disait Marguerite Yourcenar, c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Sauf que les périodes avancent rapidement et les gens viennent maintenant justement s'intéresser à ce modèle qui n'est pas breveté. Allez-y, feu libre. Je pense que c'est très intéressant. Et de toute façon, je vais vous dire, je suis assez péremptoire parce que je ne pense pas qu'on se trompe quand on met le client au centre. Yanis me demande si les montres sont numérotées. Limitées en termes de nombre, oui.
il y a 9999 pièces de chaque modèle. Et c'est comme ça, puisque justement, c'est un modèle qui est exponentiel, donc je ne veux pas qu'il soit infini, mais par contre, on sort des nouveaux modèles. On est déjà en train de travailler sur le chapitre 6, vous en avez vu que 2, il y en a 3 qui arrivent prochainement, vous allez adorer. Quoique, certaines personnes vont me supplier de refaire du Made in China, parce que quand ils vont voir ce que je vais sortir en Swiss Made, ça risque de mettre certaines personnes un peu mal à l'aise. L'heure dédiée au marketing est amenée à totalement disparaître? Non, puisque personne n'est connu s'il ne sort pas de chez soi. Par contre, je pense que le consommateur est en droit et va exiger un tout petit peu plus qu'on lui retourne ce bénéfice. Il y a bien un moment où les gens vont comprendre que 2/3 allaient dans la distribution, que les marques qui vendent en direct récupèrent ça. Eh ben, il y a peut-être un moment où les gens vont commencer de taper sur l'épaule des marques en disant « mais cet argent-là, finalement, je le paye pourquoi ?» Alors, soit vous me le redonnez en termes financiers, en monétaire, comme je le fais dans mon expérience, soit vous pouvez le faire sous la forme d'expérience client. C'est ce que fait par exemple Audemars Piguet, qui ont enlevé toute la distribution. Ils se sont dit, ben, nous, on va redonner ça en expérience à nos clients. Le luxe et l'expérience. Très bien pour eux. Je pense que ça leur, justement, ça leur donne raison de montrer, de redonner ça aux clients. Christian parle d'un détail, une personne qui veut un bracelet métal, ça vient. C'est prévu, c'est pour la rentrée, vous allez adorer là également. Osman nous demande, la marque appartient au client, comment prenez-vous vos décisions pour le développement de nouveaux produits? Jusqu'à maintenant, de manière un petit peu personnelle, sauf que on va passer à la vitesse supérieure à partir de la semaine prochaine. On a quelqu'un qui nous rejoint pour aller encore plus loin dans le community management et vraiment, on va aller très très loin dans le système du développement client. Vous avez peut-être vu, pour celles et ceux qui me suivent sur LinkedIn, qu'il y a même un de mes clients qui allait assez loin pour produire une Aston Martin calquée sur mon modèle 1.4 Black Ice. Ça montre bien à quel point les consommateurs sont en train de maintenant s'approprier cette marque et à partir d'un certain niveau, les Affluendor Alpha seront invités à des développements produits. On va même aller plus loin. Je vais permettre aux Affluendor Alpha, ceux qui sont arrivés à un certain niveau d'engagement, de développer leur propre édition limitée. Ils auront droit à créer leur modèle sur des modèles existants, donc leur animation, leur personnalisation. Et ils auront 10 montres qui seront dans leur boutique uniquement et que eux seuls pourront vendre. Donc chez moi, c'est le client qui justement va faire ses collections et va les vendre. Jean-Charles, quels sont les critères de timing des lancements futurs? Ben écoutez, quand on est prêt, et après, évidemment, on essaie de faire du sens par rapport à l'agenda. On ne va pas lancer quelque chose en juillet, bien sûr, mais il y aura des choses, des annonces qui vont venir à partir de mars, et on a un calendrier assez chargé de nouveautés, de choses. Il y a pas mal de modèles d'animation et surtout des nouveaux territoires qu'on va explorer qui vont être extrêmement intéressants. Est-ce que le modèle d'affaires est compatible avec le B2B? Il y a, nous demande Valentin Piguer, il y a 2 lettres dans tous les modèles d'affaires que je connais maintenant, B2B, B2C, C2C, le Facebook Marketplace. Mon modèle d'affaires est ABC, Affluendor Brand Customer. C'est triangulaire et donc on retrouve les intermédiaires qui peuvent être, le B peut être un A de Affluendor et dans ce cas-là, comme je l'ai dit, l'Affluendor devient un point de vente. Ça devient un magasin d'horlogerie, mais ça peut devenir toute autre chose. Ça peut devenir, et vous verrez bientôt, j'ai une petite surprise, le hall d'un hôtel 5 étoiles qui va vendre directement les montres. Donc, on peut convertir n'importe quoi. Si on peut convertir un steak tartare en point de vente, je pense que c'est pas très compliqué de convertir autre chose. Ça va un peu les questions. J'essaie d'avancer. Caroline qui nous dit, pensez-vous que le modèle de distribution peut être adaptable à toute marque? Oui, absolument. Et surtout dans le modèle du luxe. Je crois que c'est difficile pour avoir une pièce édition spéciale Patek Philippe de se pointer dans un magasin et dire « Bonjour, voilà 500 000 francs, j'aimerais acheter une Patek Philippe ». On va vous poser la question, mais qui c'est qui vous envoie? Vous venez d'où et pourquoi vous méritez la montre? Et vous savez, le bouche à oreille, les recommandations, c'est un modèle aussi vieux que le monde et c'est réellement le moteur de mon modèle économique. Donc oui, je pense que justement, quand on est dans le luxe, ça dépasse simplement la transaction et on arrive dans un modèle où les gens aiment connaître la marque, on aime discuter, on aime avoir autre chose que simplement un objet au poignet. Et donc oui, je pense que ça fonctionne particulièrement bien pour l'ultra luxe et pour le système de recommandation. D'ailleurs, vous savez, les grandes marques de luxe,
en général, fonctionnent par des agents, des entremetteurs, des personnes qui vous mettent en contact. C'est rien d'autre que des affluent doors requalifiés dans autre chose. Jorge, merci aussi. À demain pour un café. D'ailleurs, rue des Moulins 51, quiconque veut passer, vous êtes bienvenus. Peut-être dites-nous juste avant, pour des mesures sanitaires, évidemment, il ne faut pas que tout le monde débarque, mais en respectant les mesures sanitaires, on est toujours extrêmement content de discuter, de rencontrer les gens. Osman, compte tenu du modèle d'affaires, peut-on dire que vous avez été peu impacté par la crise sanitaire? Je vous fais une petite confidence. Un jour, ça sortira, donc peu importe. Quand j'ai créé mon modèle d'affaires, en septembre 2019, je l'avais appelé ou baptisé Community Viral Development. C'est ce que c'est, du développement communautaire viral. Et j'ai même trouvé une petite abréviation de Community Viral Development. Je l'avais appelé COVID. Vous comprenez qu'évidemment, j'ai dû changer le nom à partir de janvier, parce qu'il y a l'autre qui a débarqué et qui est un peu plus efficace que moi. Donc, mon modèle fonctionne un tout petit peu sur le modèle viral. Pour le coup, tout le monde a compris la puissance. Et effectivement, le fait que les gens doivent interagir, se regrouper, permet de développer plus vite, finalement, le modèle que j'ai développé. Mais finalement, c'est une très bonne nouvelle, puisque en une année, j'ai vendu 2000 montres en faisant quelques posts sur LinkedIn, 0% d'investissement, 0% d'investissement marketing. Et je viens de passer la barre des 650 000. Je suis à 1500 clients et 2000 pièces vendues. Donc, imaginez qu'est-ce qui va se passer quand on pourra tous sortir, qu'on pourra tous se rencontrer et admirer le poignet les uns des autres. Sébastien, dites-le pas trop parce que bon, pour l'instant, c'est un petit peu touchy quand même comme point. Noémie, est-ce que le modèle BA100OD est applicable dans d'autres secteurs que l'horlogerie? Absolument. Imaginez vendre en digital des vins, imaginez vendre des bijoux, etc. Ça fonctionne particulièrement bien si vous êtes dans d'autres secteurs de la vente des biens. Aucun problème, ça fonctionne indistinctement. Il suffit juste d'adapter mon app. Comme je vous l'ai dit, c'est un white label. On se discute, on l'adapte et vous pouvez faire votre propre écosystème dans lequel vous savez où sont vos clients, discutez avec eux, ceux qui deviennent vos prescripteurs, etc. Alexandre Pagès, le modèle d'affaires est-il applicable à d'autres marchés de l'horlogerie? C'est la même question, j'ai répondu. Et comment est-ce que je vais assurer le bon discours de vos affluent doors? On revient un tout petit peu là-dessus. En organisant, évidemment, peut-être des webinaires comme on est en train de faire. Vous savez, moi, j'organisais pas mal de séminaires avec mes distributeurs. J'allais dans les pays, j'ai fait des centaines de formations de vendeurs. Finalement, si mes vendeurs sont mes clients, c'est ce que je vais faire. On fait des tutos. Céline, qui est dans l'équipe, s'occupe de faire des super tutos que vous allez voir bientôt. Et puis, on va faire des webinaires. On va inviter nos clients. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous allez le savoir bientôt en primeur, je vous le dis. Ici où je suis, en face du château de Neuchâtel, en plein centre-ville, on a loué un appart au 4e étage qu'on a entièrement décoré, très joli, et qu'on va mettre à disposition de nos clients, de nos affluent doors alpha. Les alphas pourront d'ailleurs venir gratuitement, une semaine par année environ. Il suffit de nous appeler, de réserver, et vous êtes ici chez vous. Donc, quelque part, on fait tout pour favoriser, on rencontre nos clients et on redonne vraiment tout, on remet le client au centre et on se rencontre, on discute, on va faire des events quand on pourra de nouveau le faire et on va dire notre vision. Sauf que la marque appartient à nos clients et c'est eux qui vont faire le discours. Vous savez, le 11-10 étant du binaire, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé. C'est un informaticien qui a kiffé, comme on dit, mon logo en disant « c'est génial, c'est du binaire, t'es trop fort, etc. » Honnêtement, je n'y avais pas pensé, mais effectivement, c'est du binaire, c'est la base du digital. Et ça, c'est des clients qui l'ont inventé. Donc finalement, eux-mêmes ont leur discours et qui se ressemblent, s'assemblent. Le rappeur américain qui adore ma marque, « Yo, tu dois voir cette montre », il parle comme il veut et ils se comprennent entre eux. Moi, je suis content pour eux, pour autant que tout le monde soit content. Ça va très, très bien. Génial. Est-ce qu'il y a encore des questions? 44 minutes, il me reste 1 minute pour vraiment respecter mon timing. 30 minutes de présentation, 15 minutes de questions. Visiblement, c'est répondu. Génial. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps. Merci à celles et ceux qui nous suivent en replay. Pas mal de gens m'ont envoyé des demandes, donc ils sont inscrits et recevront automatiquement le lien du replay. Je vous invite évidemment à, si vous le souhaitez, consulter ma page. Et évidemment, bienvenue sur mon académie. On va bientôt relancer les cours le 8 février prochain, 2 niveaux. Le niveau Discovery, le niveau Expert. Et si vous avez quelques questions, croyez-moi, elles seront entièrement répondues dans ces 4,5 ou 12 heures de cours. Merci beaucoup. Excellente journée. Bonne fin d'appétit. À bientôt.
Au revoir.